chapitre 2, la Cour pénale internationale. Donc c'est la deuxième grande juridiction internationale. L'intérêt pour vous de connaître et maîtriser les règles pénales internationales, les règles de la procédure pénale internationale est, je dirais, très important pour tout juriste. Aujourd'hui, se développe un contentieux pénal international important au vu des problèmes que nous rencontrons dans la société internationale. Alors, il est peut-être vrai que ces procès sont exceptionnels, il est peut-être vrai que ces affaires ne sont pas des affaires ordinaires, mais peu importe la nature des problèmes, il me semble important, en tant que juriste spécialisé dans le contentieux, que vous ayez alors une idée précise de ce que c'est la Cour pénale internationale. On peut être amené à accompagner une équipe de juristes, on peut être assistant dans une procédure, etc. Ce sont des questions qui me semblent être très importantes. La répression des crimes internationaux par la CPI, Cour pénale internationale, est un contentieux exceptionnellement complexe et difficile. Ce contentieux est exceptionnellement complexe par la nature des affaires qui sont renvoyées devant le juge pénal international. Il s'agit des violations graves et massives des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans des contextes de crise ou de conflits violents. Il est aussi exceptionnel par la mobilisation politique autour de ces affaires, qui est bien souvent la cause, la base plutôt de l'ouverture de chaque affaire. Ce contentieux est particulièrement difficultueux car il s'agit d'une entreprise judiciaire titanesque par la nature des enquêtes à conduire pour rechercher les preuves, mais aussi par le caractère long et difficile des procès pénaux internationaux, dont par ailleurs les résultats sont souvent incertains au regard des bilans que l'on peut faire des tribunaux pénaux internationaux. En matière de compétences, la Cour pénale internationale est fondée sur le principe de complémentarité, ce qui signifie que la CPI n'a pas la primauté sur les juridictions nationales, mais que l'exercice de sa compétence est subsidiaire ou complémentaire à celle des juridictions nationales. En d'autres termes, ce sont les juridictions nationales qui jouissent de la priorité dans l'exercice de leurs compétences, sauf dans des circonstances spéciales, lorsque la CPI est autorisée à assumer et à affirmer sa compétence. Conformément à l'article 17 du statut de la Cour pénale internationale, la CPI ne peut exercer sa compétence quant à un crime qui fait partie de l'une des catégories suivantes. Donc c'est les limites. L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuite de la part d'un État ayant compétence à l'espèce. Donc l'enquête est menée au niveau d'un État qui a compétence. À moins que cet État n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites. Deuxième limite, l'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un État ayant compétence en l'espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée. Là aussi, à moins que cette décision ne soit l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité de l'État de mener véritablement à bien les poursuites. Troisième limitation, la personne concernée a déjà été jugée
pour le comportement faisant l'objet de la plainte et qu'elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l'article 20, paragraphe 3. Quatrième situation, l'affaire n'est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite. Voilà les limites qui vont introduire l'action de la Cour. Pour déterminer s'il y a manque de volonté de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère l'existence, eu égard aux garanties d'un procès équitable reconnues par le droit international, de l'une ou de plusieurs circonstances suivantes. La procédure a été ou est engagée, ou la décision de l'État a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visée à l'article 5. C'est-à-dire, lorsqu'on voit que l'État instrumentalise la procédure dans le but de faire échapper à sa sanction qu'il mérite un individu qui aurait commis l'un des crimes prévus dans l'article 5 du statut de la Cour, à savoir crime de génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre et crime de guerre. Deuxième possibilité, pour démontrer la volonté, le manque de volonté d'un État, la procédure a subi un retard injustifié, qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée. L'État dit qu'il a ouvert une procédure, mais on voit très bien que ça tarde, aucun acte n'est posé, bref, c'est du dilatoire. Troisième possibilité, la procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale, mais d'une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne concernée. C'est par exemple, on voit très bien que le juge d'instruction qui instruit cette affaire est sous influence, qu'il n'est pas forcément indépendant, et que l'instruction est conduite de façon à dédouaner la personne susceptible d'être poursuivie devant la Cour. Pour déterminer s'il y a incapacité dans le cas d'espèce, donc, la Cour considère si l'État est incapable en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages des et de mener autrement à bien la procédure. Donc, rappelons que le principe de complémentarité, qui est au cœur des rapports entre la Cour et les États, il est dit que les États sont prioritaires, qu'il appartient aux États de poursuivre les personnes qui se rendraient coupables de crimes internationaux prévus par l'article 5 du statut. Mais, attention, cette priorité n'est pas absolue. Il faut donc que l'État, qui a la compétence primordiale, puisse faire preuve de diligence, que la justice puisse être mobilisée avec indépendance et impartialité, que des actes de procédure soient posés, et non pas simplement créer d'entourloupe, sorte de mirage judiciaire, dont on voit très bien l'intention est de chercher par tous les moyens à dédouaner la personne poursuivie, afin de prétendre que la justice a conduit ses enquêtes et n'a rien trouvé, ou bien d'organiser des procès factices susceptibles de démontrer par une instrumentalisation du pouvoir que la personne est innocente et donc elle ne peut plus être réjugée. La Cour garde donc sous la main, attention, la possibilité de reprendre le dossier, de réouvrir des enquêtes, de juger la personne si nécessaire. Donc la complémentarité n'est pas une exclusivité. La Cour ne devra pas rester inerte
face à des attitudes dont on peut comprendre qu'elles ne visent qu'à soustraire la personne à poursuivre de la sanction qu'elle mérite. Ainsi, il y a eu des difficultés. C'est le cas de l'affaire Dame-Gbagbo. Le 27 mai 2015, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a rendu un arrêt important, rejetant l'appel de la République de Côte d'Ivoire et confirmant la décision de la Chambre préliminaire 1 de la CPI du 11 décembre 2014, qui avait déclaré l'affaire à l'encontre de Simone Bako recevable devant la Cour. Le 30 septembre, bien avant le 30 septembre 2013, la Côte d'Ivoire avait soulevé une exception d'irrecevabilité, en invoquant que la même affaire était poursuivie au niveau national. Le 11 décembre 2014, la Chambre préliminaire 1 a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Côte d'Ivoire en concluant que les autorités nationales de la Côte d'Ivoire ne prenaient pas de mesures tangibles, concrètes et progressives pour déterminer si Simone Bako était pénalement responsable du même comportement que celui allégué dans le cas de l'affaire portée devant la Cour. Le 17 décembre alors, 2014, la Côte d'Ivoire a fait appel de la décision de la Chambre préliminaire. Ainsi, donc, la Chambre d'appel s'est prononcée le 27 mai 2015. Et cette Chambre d'appel dit quelque chose de substantiel. S'agissant de l'argument avancé par la Côte d'Ivoire au sujet du critère juridique, la Chambre d'appel rappelle d'abord que la procédure relative à la recevabilité des affaires prévue à l'article 19 du statut vise à déterminer si une affaire portée devant la Cour par le procureur est irrecevable en raison d'un conflit de compétences. Est-ce qu'il y a conflit de compétences? À moins, ajoute-t-elle, qu'il existe un tel conflit, l'affaire est recevable. L'argument selon lequel il devrait y avoir une présomption en faveur des juridictions nationales ne contredit pas cette conclusion, même si les alinéas A à C de l'article 17.1 accordent effectivement la préséance aux juridictions nationales. Cela n'est que dans la mesure où des enquêtes et où des poursuites sont effectivement menées au niveau national, où l'ont été. Il s'ensuit que la présomption en faveur des juridictions nationales ne s'applique que lorsque il a été démontré que des enquêtes ou des poursuites sont ou ont été effectivement menées au niveau national. Donc, dans ce cas, rien ne démontrait dans le dossier de la Côte d'Ivoire que des véritables enquêtes étaient menées contre Dame Gbagbo sur les mêmes affaires pour lesquelles elle était poursuivie ou elle est encore toujours poursuivie devant la CPI. D'où le rejet de l'appel de la République Côte d'Ivoire. Dans un deuxième cas, l'affaire le procureur contre Francis Kirimi Moutaoura Uhuru Kenyatta, donc le président kenyan, et Mohamed Hussein Ali. Le 30 août 2015, la Chambre d'appel, toujours elle, a rendu un arrêt contre un appel interjeté par le Kenya, selon les termes suivants. L'article 17 du statut prévoit les conditions de fond dans lesquelles une affaire n'est pas recevable devant la Cour. Il donne en effet au principe de complémentarité, c'est le 10e alinéa du préambule et de l'article 1er, le principe de complémentarité en vertu duquel la Cour est complémentaire des juridictions pénales nationales. Ainsi, c'est aux États qu'incombe au premier chef la responsabilité de poursuivre les auteurs de crimes. Et à cet égard, la Cour ne se substitue pas aux juridictions nationales. Elle en est le complément. La Cour ne se substitue pas aux juridictions nationales. Elle en est le complément. Mais, elle en est le complément. Elle en est le complément. Mais, comme on l'a dit dans l'affaire
d'embargo, il faut qu'une enquête soit diligentée de façon concrète. De façon concrète. Il convient également de relever que l'article 17 du statut ne s'applique pas uniquement à la détermination de la recevabilité d'une affaire concrète, article 19, mais aussi aux décisions préliminaires sur la recevabilité prévues à l'article 18. Ainsi, en vertu de la règle 55.2 du règlement de preuve et de procédure, RPP, lorsque la chambre préliminaire rend une décision préliminaire sur la recevabilité, elle prend en considération les circonstances énumérées à l'article 17 pour décider d'autoriser ou non l'enquête. Les éléments énumérés à l'article 17 présentent également une importance pour la décision du procureur d'ouvrir une enquête en vertu de l'article 53 alinéa 1er, où de demander l'autorisation d'ouvrir une enquête de sa propre initiative conformément à l'article 15, ainsi que pour la décision d'engager des poursuites conformément à l'article 53.2. Donc, les termes, l'affaire fait l'objet d'une enquête qui figure donc à l'article 17.1 du statut, doivent donc s'entendre dans le contexte dans lequel ils sont employés. Dans le contexte dans lequel ils sont employés. Ainsi, souvent, aucun suspect n'a encore été identifié à ce stade. Et le comportement en cause ainsi que sa qualification juridique ne sont pas encore clairement déterminés. Le caractère assez vague de l'étendue des affaires potentielles dans la procédure prévue à l'article 18 ressort également de la règle 52.1 du RPP, mentionnant les renseignements relatifs aux actes susceptibles de constituer des crimes visés à l'article 5, qui sont pertinents aux fins de l'application du paragraphe 2 de l'article 18. Renseignements que le procureur doit fournir pour la notification qu'il adresse aux États. En revanche, l'article 19 du statut se rapporte à la recevabilité d'affaires concrètes. Celles-ci sont définies par un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître, délivrée en vertu de l'article 58, ou par les charges présentées par le procureur et confirmées par la chambre préliminaire, conformément à l'article 60. Donc l'article 58 exige, pour la délivrance d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître, qu'il y ait des motifs raisonnables de croire que la personne visée a commis un crime relevant de la compétence de la Cour. Qu'il y ait des motifs raisonnables de croire que la personne visée a commis un crime relevant de la compétence de la Cour. De même, conformément à l'article 52 du RPP, la norme 52 du règlement de la Cour, le document indiquant les charges doit mentionner le nom de la personne visée par les charges, dont la confirmation est demandée, ainsi que les obligations formulées à son encontre. La Cour ne peut juger une personne qui a été jugée par une juridiction nationale pour le même comportement, à moins que les conditions posées aux alinéas A, B de l'article 23 ne soient remplies. Par conséquent, les éléments qui permettent de définir une affaire concrète devant la Cour sont la personne visée et le comportement annexe. Sont ces deux éléments. Est-ce qu'il s'agit de la même personne? Est-ce qu'il s'agit du même comportement? Par conséquent, l'exception d'irrécevabilité, s'agissant d'une affaire dans laquelle une citation à comparaître a été délivrée à certains suspects pour un comportement spécifique, doit concerner la même affaire et les mêmes individus. Cette affaire ne serait irrécevable donc devant la Cour que si le gouvernement kényan enquêtait sur les mêmes suspects pour le même comportement. C'est dans ce contexte que les termes fait l'objet d'une enquête signifient que des mesures sont prises pour déterminer si ces suspects sont responsables de ce comportement, par exemple en entendant les témoins ou les suspects en recueillant des preuves documentaires, en procédant à des analyses médico-légales, etc. Le simple fait de dire qu'on est disposé à prendre de telles mesures, de mener des enquêtes, n'est pas suffisant. N'est pas suffisant. Il faut le faire
de façon concrète pour les mêmes suspects et sur le même comportement. Donc, voilà ce qu'on entend ici par principe de complémentarité. Ensuite, il faut rappeler que le procureur de la Cour pénale internationale dispose d'un pouvoir discrétionnaire. Ce pouvoir lui permet, selon l'article 53, alinéa 1C, de décider de ne pas ouvrir une enquête lorsque celle-ci ne sert pas les intérêts de la justice. Donc, parmi les critères que nous avons, il y a la gravité, c'est vrai, des crimes, mais il y a également les intérêts de la justice. Ainsi, au terme de l'article 53, alinéa 3B, et dans le respect des règles 109 et 110, la chambre préliminaire peut, de sa propre initiative, revenir sur la décision du procureur de ne pas poursuivre. Notons que ce pouvoir de révision peut créer des problèmes car les auteurs du statut du règlement n'ont donné pratiquement aucune définition du terme intérêt de la justice. Et ont négligé, par conséquent, de définir les domaines de compétences respectifs des pouvoirs du procureur et de la chambre préliminaire avec une telle précision. En vertu de l'article 54, 1A, le procureur est tenu d'enquêter à la fois sur les circonstances à charge et à décharge, afin de vérifier s'il est question d'une responsabilité pénale au terme du statut. Bien que ceci entraîne une charge considérable pour l'accusation, une telle enquête objective a également le potentiel de réduire la longueur des procès. La participation informée de la défense peut, donc dans certains cas, justifier le transport des éléments de preuve recueillis au stade de l'enquête, au stade du jugement, conformément à la règle 68 et également la règle 112 alinéa 4. Par conséquent, la coordination envisagée dans ce cas implique la présence à la fois du procureur et du suspect de la défense lors de certaines mesures d'enquête. La réception par le procureur des requêtes peut prendre des mesures d'enquête émanant du suspect ou de la défense et la demande de l'opinion du procureur dans les cas prévus à la règle 116.2. Nous faisons cependant observer que dans plusieurs situations, il ne sera pas question que la défense soit en position d'intervenir à un stade précoce de la procédure. Soit parce que la personne n'a pas encore été désignée comme suspect ou accusé, soit parce que la personne concernée n'a pas encore été arrêtée ou n'a pas encore fait l'objet d'un mandat d'arrêt en vertu de l'article 58 du statut. Donc, il y a des cas particuliers, il faut la tenir compte. Cela laisse la définition de ce qui pourrait constituer les circonstances à décharge à l'entière discrétion du procureur. Notons aussi que la règle 77 oblige le procureur à divulguer à la défense le matériel qui est à sa possession ou sous son contrôle. Mais l'expérience des tribunaux pénaux internationaux, Rwanda et les révèle que l'on peut avoir affaire à des situations dans lesquelles le procureur devra saisir un nombre considérable de dossiers nationaux, les archives dans diverses archives nationales. De telles saisies massives peuvent être nécessaires car l'accès aux dossiers nationaux adéquats sur le territoire du conflit sera trop limité dans le temps, en raison d'un environnement hostile. Et donc, on va faire des saisies massives pour pouvoir permettre d'étudier une archive donnée afin de trouver des éléments de preuve. S'ils sont laissés sur le territoire de l'État concerné, les dossiers peuvent être mélangés et l'accès plus tard sera gravement limité. Donc, autant plus saisir pour pouvoir bien travailler. Une autre question qui se pose est celle de savoir si le procureur pourrait et devrait éviter de poursuivre des délits d'une importance nettement moindre.
tels que les crimes de guerre contre les intérêts relatifs au L'on peut également s'interroger sur le nombre d'incidents inclus dans une accusation relative à un crime particulier. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'un crime contre l'humanité commis pendant une certaine période, qui couvre également peut-être une cinquantaine de villages dans lesquels divers incidents ont eu lieu, où on devrait sélectionner certains d'entre eux. Comment? Il y a trop d'activités. Comment on fait? Cependant, d'autres motifs pourraient plaider en faveur des charges plus étendues, tels que le désir de révéler l'ensemble des crimes commis et le nombre de victimes faites, ce qui fait intervenir à la fois des motifs juridiques, exigence d'échelle, intensité ou fin de jugement, et des considérations politiques, le fait qu'une sélection décidant puisse avoir une influence sur la possibilité d'accorder des réparations en faveur des victimes, conforme à l'article 75, constitue un facteur de complication. Ainsi, au vu donc de ces éléments, on peut d'emblée partir du principe qu'il faut comprendre à quoi renvoie la complémentarité. Et, en conjonction avec l'examen de la complémentarité, comprendre ce que c'est le pouvoir discrétionnaire. Je dirais alors que le pouvoir discrétionnaire procureur de la CPI n'est pas un pouvoir arbitraire, ce n'est pas un pouvoir autoritaire, c'est un pouvoir qui est encadré par la chambre préliminaire. Et que la chambre préliminaire peut toujours amener le procureur à réviser sa décision de non-poursuite. Regardons maintenant, une fois ces deux questions fondamentales épuisées, regardons les questions de la saisie de la CPI. Nous l'avons dit qu'il y a un particularisme de la saisie de la CPI. En effet, la Cour pénale internationale est une juridiction mondiale dont les modes de saisie sont particuliers. L'article 13 du statut prévoit les circonstances permettant à la CPI d'exercer sa compétence. Tout État parti peut référer au procureur, c'est-à-dire envoyer au procureur, une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes de l'article 5 du statut paraissent avoir été commis. Donc, tout État parti peut décider de saisir le procureur pour lui dire qu'il y a, dans telle situation, un crime relevant de votre compétence au regard de l'article 5 du statut qui a été commis sur mon territoire. Ça, c'est la première hypothèse, l'État parti. La deuxième hypothèse, le procureur peut, de sa propre initiative, et au vu des renseignements qu'il détient, encore que ces renseignements soient dignes, le procureur peut lui-même ouvrir une enquête moyennant une autorisation de la chambre préliminaire. Je reviendrai sur ce point. Le Conseil de sécurité, enfin, troisième hypothèse, agissant dans le cadre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, peut déférer au procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes de l'article 5 paraissent avoir été commis. Disons-le tout de suite que les individus ne sont pas habilités à saisir la Cour pénale internationale. Notamment les victimes ne peuvent pas directement saisir la Cour pénale internationale. C'est un cas qui n'est pas prévu. Il n'en reste pas moins que, en envoyant des informations par l'entremise d'organisations non gouvernementales ou d'associations de défense des droits de l'homme au procureur, si le procureur estime que ces informations sont dignes du foi, il peut, lui, le procureur, de sa propre initiative, lancer la procédure sous réserve qu'il obtienne l'autorisation de la chambre préliminaire. Le procureur peut en effet engager des investigations de sa propre initiative sur la base des renseignements qui lui auraient donc été communiqués, conformément à l'article 1, paragraphe 1er. Examinons donc
ces trois hypothèses, c'est ce que je viens de commencer. Alors je vais commencer par la dernière, c'est-à-dire la saisine par le Conseil de sécurité. Contrairement aux États ou aux procureurs, le Conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas soumis à une restriction quelconque. Lorsqu'il est l'auteur de la saisine, le Conseil de sécurité n'est pas soumis à une restriction quelconque, contrairement aux États et aux procureurs. Le Conseil de sécurité a donc la capacité de saisir la Cour pour des crimes survenus sur le territoire d'un État, même si cet État n'est pas parti au statut de la Cour, ou des crimes commis par les ressortissants d'un tel autre État. Donc précisons que lorsque c'est le Conseil de sécurité qui saisit la Cour, le crime peut avoir eu lieu sur le territoire d'un État qui n'a pas ratifié le statut de la Cour pénale internationale. C'est l'exemple du Soudan. Si par extraordinaire, les grandes puissances comme les États-Unis, la Chine ou la Russie n'avaient pas un droit de veto, on aurait pu, par exemple, voir que le vote du Conseil de sécurité autorise donc de poursuivre un crime commis sur le territoire de la Chine ou sur le territoire de la Russie ou sur le territoire des États-Unis. Mais ça, c'est de la fiction, puisque la décision ne peut être prise au Conseil de sécurité qu'avec l'accord des États qui ont le droit de veto. Notamment les trois que je venais de citer, États-Unis, Chine, Russie. À cela s'ajoute donc France et Grande-Bretagne. Donc là, on a un cas de saisine qui est ouvert. Même les États qui n'ont pas ratifié ne sont pas à l'abri de l'épée de Damoclès, la justice pénale internationale qui pèse sur eux. Le fait de ne pas ratifier ne signifie pas que vous échappez à la justice, sauf naturellement si vous êtes membre permanent et en droit de veto au Conseil de sécurité, ou bien si par le jeu des influences des grandes puissances, vous êtes protégé par l'un d'eux pour empêcher le vote au Conseil de sécurité. Alors déjà sur ce point, vous voyez bien que la politique rentre par la porte derrière pour s'infiltrer dans les mécanismes de la Cour pénale internationale. Puisque par là, certains États pourront donc être poursuivis, d'autres échapperont parce qu'ils auront des accointances avec l'un des puissants du Conseil de sécurité. Dès lors, on va dire que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. C'est donc une universalité réduite, à tête chercheuse dans ce cas. Le Soudan a fait l'objet d'une procédure, mais bien des États auraient également mérité une procédure. Mais dans beaucoup de cas, on voit bien, prenons le cas de la Birmanie, on se serait attendu à ce que le Conseil de sécurité décide d'envoyer cette affaire. Mais les influences, les blocages, l'expression de la puissance au niveau du Conseil de sécurité fait que certaines situations, malheureusement, vont échapper à la justice pénale internationale. La saisine par le Conseil de sécurité est donc un élément important. La primauté du Conseil de sécurité provient du fait de sa saisine qui a une force obligatoire pour tous les États membres. Alors on peut se dire, mais pourquoi a-t-on introduit le Conseil de sécurité dans le jeu de la justice pénale internationale? Mais parce que le Conseil de sécurité a la responsabilité principale d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et que dans certains cas, les violations graves et massives des droits de l'homme peuvent constituer des motifs de menace à la paix et à la sécurité internationale. Dès lors, il appartient au Conseil de sécurité d'agir pour maintenir cette paix et cette sécurité internationale qui risque d'être troublée par l'impunité découlant de ces crimes. Et pour cette raison, le Conseil de sécurité doit se mobiliser pour envoyer les criminels devant la Cour pénale internationale. Et en même temps,
il est reconnu au Conseil de sécurité la capacité de suspendre une procédure devant la Cour pénale internationale lorsque le Conseil pourrait estimer que la poursuite de cette procédure est susceptible de porter atteinte à la paix et la sécurité internationale. Voyez-vous donc, le Conseil a un rôle éminemment politique dans cette affaire. Reste alors à discuter, mais ce serait ad vitam aeternam, du jeu des influences au sein du Conseil de sécurité. Dans l'affaire concernant le Soudan, l'Union africaine, observant que la Cour ne ciblait que les Africains, que la Cour ne se préoccupait que des situations africaines, contestant avec véhémence l'action de la Cour pénale internationale qui, aux yeux des États africains, apparaît finalement comme une action discriminatoire. Certains diront même, plus loin, une justice néocoloniale, impérialiste ou d'autres. Alors, il fallait demander au Conseil de sécurité de suspendre les poursuites contre le président al-Bashir devant la Cour pénale internationale. L'Union africaine n'a obtenu gain de cause. Aucune mesure n'a été prise dans ce sens. Et donc les poursuites continuent contre le président al-Bashir. Voilà le rôle du Conseil de sécurité. Un rôle éminemment politique, mais qui a une influence sur le déroulement de la procédure pénale internationale. Ensuite, vient la saisie par les États. Les États partis, c'est-à-dire les États qui ont ratifié le statut de la Cour pénale internationale, peuvent déférer au procureur des situations concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour, qui se seraient déroulés sur leur territoire. Le procureur examine les renseignements disponibles et, à moins de conclure qu'il n'y a pas de base raisonnable pour le faire, il ouvre une enquête. Afin d'éviter la saisie de la CPI pour des motifs fantaisistes ou uniquement politiques, l'État qui émet une requête doit en outre indiquer autant que possible les circonstances pertinentes de l'affaire et produire lui-même les pièces à la Cour de sa saisine. Article 14, paragraphe 2. C'est pourquoi les États partis n'ont pas besoin de justifier leur intérêt, puisque c'est de leur responsabilité en tant qu'État. Ils n'ont pas à justifier. Mais il faut qu'ils puissent tout de même montrer que la saisine de la Cour pénale internationale n'est pas un simple subterfuge politique pour s'en prendre à ses adversaires, à ses opposants, dans l'espoir secret, mais bien souvent vain, de les embastiller, en fait de leur priver de leurs droits en tant qu'adversaires politiques. On peut nourrir cette sorte de filouterie juridique en espérant qu'en envoyant le dossier à la CPI, on fera peser sur l'adversaire une certaine pression, l'amenant à se taire peut-être, par peur d'être pris et remis à la Cour. Alors, mais la Cour, elle reste maîtresse de sa procédure. Elle reste maîtresse de sa procédure. Il faut donc que l'État montre qu'effectivement, il y a quelque chose. L'État, sur le territoire duquel le comportement en cause s'est produit, ou si le crime a été commis à bord d'un navire ou d'un aéronef, l'État du pavillon ou l'État d'immatriculation sont partis au statut et ont accepté la compétence. Ça, c'est l'article 12, paragraphe 3. C'est d'abord ça. Il faut que vous soyez partis. Soit le crime a été commis dans un avion immatriculé chez vous ou dans un navire battant pavillon de l'autre. Ces conditions ont été posées en dépit des dispositions émises lors de l'élaboration du statut. D'étendre la compétence de la CPI en tenant compte par exemple de la nationalité des victimes ou de l'état du lieu de détention, afin que certains faits ne restent jamais plus. Mais l'article 12, paragraphe 3 est précis. Cet article permet toutefois
à un État non parti au statut et dont la collaboration est nécessaire à la résolution d'une affaire déférée par un État parti ou par le procureur, d'accepter la compétence de la CPI. Ainsi, cet État peut, par déclaration déposée auprès du greffe, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l'égard du crime dont il s'agit. Donc, d'autres États qui n'ont pas ratifié peuvent tout de même consentir dans une affaire donnée à accepter la compétence de la Cour en faisant une déclaration dans ce sens. Troisième cas de saisie, c'est l'autosaisie du procureur. Nous avons là l'une des plus grandes innovations procédurales en matière pénale internationale. Le procureur de la Cour pénale internationale peut, de sa propre initiative, selon l'article 15, paragraphe 1er, ouvrir une enquête au vu des renseignements concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour. Mais, lorsqu'il reçoit ces renseignements, il doit d'abord chercher à vérifier le sérieux de ceux-ci, conformément à l'article 15, paragraphe 2. C'est-à-dire qu'il doit conduire des examens préliminaires, ce qu'on appelle les examens préliminaires. Pour ce faire, il est donc habilité à s'enquérir auprès des États, des organes des Nations Unies, d'autres organisations intergouvernementales, des ONG et de toutes sources dignes de foi. Il doit d'abord conduire un examen préliminaire avant d'aller demander à la chambre préliminaire l'ouverture d'une enquête. Ainsi, le procureur peut commencer une enquête sur une situation qui lui est déférée lorsqu'il existe des raisons de croire, nous ne sommes pas au stade d'une base raisonnable, mais lorsqu'il existe des raisons de croire que des crimes ont été perpétrés ou sont en train de l'être, conformément à la règle 48 du RPP et à l'article 53 alinéa 1er du statut. S'il y a des raisons de croire que des crimes ont été commis ou sont en train d'être commis, le procureur, sur la base des informations, doit donc examiner, dans le cadre de son examen préliminaire, il doit examiner est-ce qu'il y a une base raisonnable pour croire qu'un crime a été ou est en train d'être commis et que ce crime relève la compétence de la CPI. Est-ce que cette affaire serait recevable au regard de l'article 17, question de la complémentarité, y compris les critères de gravité. Et troisièmement, est-ce que cette affaire servirait les intérêts de la justice? Donc il doit examiner cela. L'examen préliminaire vient avant de commencer l'enquête. Et une fois qu'il a terminé l'examen préliminaire, le procureur va solliciter auprès de la chambre préliminaire l'autorisation d'ouvrir une enquête. Ouvrir une enquête préliminaire. Donc, attention, c'est différent. S'il obtient de la chambre préliminaire l'autorisation d'ouvrir l'enquête, alors là, l'enquête devient, entre guillemets, une enquête officielle autorisée par la chambre préliminaire. La chambre préliminaire, instituée à la demande de certains États partis par l'article 39 du statut, est un organe indépendant au sein de la Cour. Elle est un moyen de contrôler et non de limiter les prérogatives permettant au procureur d'ouvrir une enquête de sa propre initiative. Les juges qui la composent sont chargés d'examiner la validité des requêtes du procureur et d'autoriser ou non l'ouverture d'une enquête qui vont mener ensuite à un procès. Chaque fois qu'il estime nécessaire, le procureur peut demander l'ouverture d'une enquête à la chambre préliminaire, article 15.3. La chambre préliminaire examinera cette demande aussi bien sous l'angle du droit que des faits avant de donner son autorisation à l'ouverture officielle de l'enquête. À ce titre, sa décision devrait être
dûment motivé. Paragraphe 4. La Chambre peut aussi exiger davantage de renseignements avant de se prononcer, ou bien rejeter la demande, ce qui peut empêcher le procureur de présenter une nouvelle requête ultérieurement. La Chambre préliminaire peut librement se prononcer sur la décision du procureur, de ne pas poursuivre, ou lui demander de la reconsidérer à la demande de l'État qui a différé la situation de la CPI. C'est-à-dire que lorsqu'un État défère une situation à la CPI, et que le procureur, après examen, estime qu'il ne va pas poursuivre, la Chambre préliminaire peut toujours demander au procureur de reconsidérer sa position. La Chambre peut aussi décider de remettre en question la décision du procureur de ne pas poursuivre si celle-ci se fonde sur le motif qu'une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice, tel que prévu à l'article 53. Il existe sans doute une possibilité pour le procureur de reconsidérer quand il désire une décision de classement. La recevabilité d'une affaire devant la CPI, a fortiori lorsque le procureur a la possibilité de saisir la Cour d'office au sens de l'article 13c, est subordonnée aux exigences posées à l'article 7. Une fois que l'enquête officielle est donc lancée, il est demandé aux États de coopérer avec le procureur de la CPI. Il y a donc une obligation de coopération, un devoir de chaque État de coopérer avec la Cour pénale internationale. Si dans le cadre des tribunaux pénaux internationaux, on avait une verticalité, il y avait une imposition, mais dans le sens de la CPI, il y a un devoir de coopérer, donc une forme de verticalité, mais il y a aussi des relations d'horizontalité. En particulier, le modèle de la CPI est basé sur des requêtes en lieu et place d'ordonnance. Donc c'est une requête à l'État. Ce n'est pas une ordonnance. Certains motifs permettant aux États de remettre à plus tard leur coopération ou de la refuser, et la marge de manœuvre pour mener les enquêtes et forcer les individus à témoigner est limitée. Donc la CPI n'ordonne pas la coopération. La CPI va requérir l'État pour la coopération. Ce qui est différent. Les États peuvent contester la compétence de la CPI dans un cas donné, ce qui va affaiblir d'ailleurs la coopération. C'est pourquoi l'obligation générale de coopération, définie à l'article 86 du statut de la CPI, prévoit également un certain nombre de dispositions spécifiques qui déterminent le contenu et la portée des obligations des États parties. L'article 88 du statut de la CPI requiert des États de s'assurer qu'il existe des procédures ouvertes dans leur droit national concernant toutes les formes de coopération. Parce que le devoir de coopérer, l'obligation de coopérer, doit trouver dans le droit national de l'État un ancrage normatif. La CPI ne peut pas demander une coopération qui dépasse le cadre des obligations du statut. En revanche, les États sont libres d'étendre leur coopération de manière volontaire. Puisque le statut prévoit à l'article 93 une liste d'autres formes de coopération. Donc, dans d'autres formes de coopération, c'est assez ouvert. C'est une disposition fourre-tout qui permet aux États d'élargir le champ de la coopération. Toutefois, l'article 90, alinéa 6 du statut de la CPI, dispose que si l'État à qui est fait la demande tombe sous le coup d'une obligation internationale, par exemple d'extrader la personne vers un État demandeur non parti, l'État à qui est fait cette demande détermine s'il doit remettre la personne à la cour ou extrader la personne vers l'État demandeur. Donc, ça peut arriver. Et je dirais, la question la plus importante, c'est celle de la sécurité nationale. L'article 93, alinéa 4, prévoit que conformément à l'article 72,
Un État partie ne peut rejeter totalement, partiellement une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la communication d'éléments de preuves qui touchent à sa sécurité nationale. C'est une question importante. Donc, l'État peut refuser la coopération pour le motif de la sécurité nationale. Mais là encore, c'est encadré. L'article 87, alinéa 7 du statut, détermine ce qui peut arriver dans le cas du refus par un État parti de coopérer avec la sécurité. Donc, ce n'est pas un refus dans l'arbitraire. La CPI peut inviter tout État non parti au statut à fournir également de l'aide sur la base d'un accord ponctuel, d'une convention ou de tout autre moyen approprié. Donc, voyez-vous, en termes de coopération, non seulement que c'est un devoir pour les États partis, mais il ne faut pas oublier que ceux-ci peuvent également refuser cette coopération pour des questions de sécurité nationale, mais ce refus est encadré. La Cour peut aller au-delà et demander la coopération également à les États non partis, dès lors que celle-ci s'entend avec l'État requis sur la base d'une convention partie. Donc, on voit très bien que la question de la coopération est déterminante pour rassembler les éléments de preuve dont on a besoin pour la procédure pénale internationale. Et l'exception est donc posée par l'article 72 qui touche les questions de sécurité nationale, qui constitue donc un point important en matière de coopération avec l'État. L'État peut refuser la coopération. C'est possible. En vertu de l'article 93.4, un État peut, conformément à l'article 72, refuser la demande d'assistance pour des raisons de sécurité nationale, c'est possible. Mais tout ceci, j'insiste, est encadré. Par exemple, la disposition de l'article 97 a des grandes chances de devenir un exercice d'autorité quotidienne. Toutefois, il ne faut pas oublier que le concept de sécurité nationale est vaste. Et il est clair qu'en la matière, la relation peut être difficile avec l'État. Complémentarité, coopération. Quels sont les deux éléments et rapports entre les États et la Cour pénale internationale? Alors, l'enquête a été autorisée. Il appartient au procureur donc de mener cette enquête. Et conformément à l'article 48, à la règle 48 du RPP et à l'article 53.1, le procureur, au cours de son enquête, il ne va plus se poser la première question. Est-ce qu'il y a des raisons de croire? Non. Cette fois-ci, il doit chercher, est-ce qu'il y a une base raisonnable? Ce n'est plus les raisons de croire, mais ici, il recherche la base raisonnable pour croire qu'un crime a été ou en voie d'être commis, et si ce crime relève de la compétence. Donc nous sommes à un autre stade. Si, au niveau de l'examen préliminaire, il s'interrogeait pour savoir s'il y a des raisons de croire, désormais, au niveau de l'enquête, il vérifie s'il y a une base raisonnable pour croire qu'un crime a été commis ou en voie d'être commis. C'est ça qu'il va rechercher en rassemblant les éléments de preuve. Cette enquête qu'il mène, qui devient alors une enquête officielle, permettra donc au bureau du procureur, en tant que besoin, au vu des éléments rassemblés, de demander à la chambre préliminaire de délivrer des mandats d'arrêt, de délivrer des citations à comparaître pour les personnes dont les noms seront apparus dans les dossiers comme étant les perpétrateurs des crimes concernés. Et ces personnes, soit qu'elles seront arrêtées et remises à la Cour, et on ne parle pas d'extradition, ce n'est pas un accord d'extradition, on parle de remise à la Cour. Si elles sont arrêtées,
soit ces personnes se présenteront libres elles-mêmes parce qu'ayant reçu une citation à comparaître. Et lorsque ces personnes se présenteront devant la Cour, la procédure veut que pour les personnes arrêtées, qu'elles soient gardées à la prison de la Cour pénale internationale à La Haye pour attendre ce qu'on appelle la confirmation de leur charge. Une fois la personne à La Haye, il va s'engager, donc après l'enquête, la procédure de confirmation de charge. L'article 61 prévoit des mesures à prendre avant l'audience de confirmation des charges, tandis que la règle 121 envisage un contrôle relativement strict de ces préparatifs, à l'inclusion de la fixation de la date d'audience lors de la première comparution du suspect à la Cour, ainsi que des limites de temps pour les exigences de divulgation des pièces et les requêtes. Bien que la date d'audience de confirmation de charge puisse être reportée, ce calendrier a pour but d'accélérer la procédure. Et l'article 61 stipule que la chambre préliminaire doit tenir une audience afin de confirmer les charges en présence du procureur et normalement la personne faisant l'objet de l'enquête ainsi que son procès. Donc, une fois arrêtée, la personne doit voir ses charges confirmées par la chambre préliminaire. Il y a donc un processus qui est engagé dans la confirmation des charges. Une fois que les charges sont confirmées, parce que cela peut ne pas être le cas. Si ce n'est pas le cas, ben la personne sera libérée. Une fois que les charges sont confirmées, le procureur va continuer sur la base donc des charges, parce que certaines charges peuvent être abandonnées. Sur la base des charges qui sont confirmées, le procureur va réaliser une enquête complémentaire pour pouvoir rendre solide son dossier. On doit donc aller interroger les témoins, rassembler les preuves, faire concourir les missions des Nations Unies sur le terrain à toutes ces opérations dans le but d'obtenir le maximum de preuves possibles. Cette enquête pénale internationale qui se fait donc après l'audience de confirmation des charges est aussi encadrée. Il y a donc un processus de va-et-vient entre le procureur, la chambre pénale, la chambre préliminaire, puis les conseils de l'accusé. À cet égard, le procureur essaie partout de conclure des accords pour pouvoir rechercher les preuves là où elles se trouvent. Il obtient des témoignages sous serment. Certains témoignages peuvent être filmés pour éviter de perdre ce témoignage. Tout ceci est encadré par la procédure d'enquête, sur laquelle il nous paraît fastidieux ici de revenir sur tous les détails. Il y a la question de la gestion complexe des preuves obtenues. Dans cette matière, les preuves testimoniales sont nombreuses. Les témoins, il faudra bien gérer la complexité de ces preuves. Et les règles 77 et 78 du RPP sont là pour le faire. D'abord, le procureur lui-même, selon les articles 61.3 et 67.2, comme les règles 76, 77, 83 et 84 prévoient la divulgation des renseignements pour le procureur au stade préliminaire et au stade de préparation du procès. Donc il y a le procureur a cette obligation de divulgation des preuves. Mais la divulgation des preuves pèse aussi sur la défense, selon les règles 78 à 80 et la règle 121. Donc les deux parties ont cette obligation de divulgation des preuves. Et au cours de la procédure, il faut faire attention. La CPI sanctionne
les atteintes à l'administration de la justice. Par exemple, les faux témoignages, production d'éléments de preuve faux et falsifiés, subordination des témoins. Souvenez-vous de la condamnation de Jean-Pierre Bemba, intimidation des membres du personnel de la Cour, représailles contre son personnel, sollicitation d'acceptation d'une rétribution illégale, etc. Donc, les atteintes à l'administration de la justice pourront être sanctionnées. Donc, les preuves ne doivent pas être obtenues dans le faux ou contre tout. S'il y a une corruption, la corruption sera sévèrement sanctionnée. Une fois que tout ceci est terminé, le procès va donc s'ouvrir à la date prévue et la procédure se déroulera selon les règles établies par le statut et le règlement de la Cour. Puis viendra à la fin la décision de la Chambre de première instance qui sera rendue au fond. Cette décision peut faire l'objet d'un appel de la part du procureur ou du condamné lui-même s'il est condamné. Il peut interjeter appel pour des motifs de vice de procédure, erreur de fait, erreur de droit, tout autre motif de nature à compromettre l'équité ou la régularité de la procédure ou de la décision. La décision dont on fait appel est une décision qui se prend en deux temps. Il y a d'abord la première partie qui est la reconnaissance de la culpabilité. La personne poursuivie est d'abord reconnue coupable ou non coupable. Si la personne est reconnue coupable, dans un deuxième temps, il y aura une autre audience pour fixer la peine. Et cette audience également sera une bataille judiciaire, parce que les avocats chercheront à obtenir quelques circonstances atténuantes pour pouvoir alléger le fardeau de la peine. Donc c'est en deux temps. Et l'appel vient donc clore la procédure. Si la culpabilité est maintenue, la personne sera alors condamnée avec une peine qui peut comporter, au-delà de l'incarcération, des amendes, la confiscation des biens, etc., etc. Et pour les victimes, il s'agira de donner droit à leur demande de réparation. Il existe au niveau de la Cour pénale internationale un fonds au profit des victimes qui va donc contribuer à la mise en œuvre des mécanismes de réparation. Encore que le statut de victime est un statut complexe en matière pénale internationale, parce que n'est pas victime qui veut. Ce sont les juges qui déterminent au titre de la procédure qui est exactement victime. Donc, la qualité de victime est une forme de reconnaissance par le juge de ce statut. C'est pourquoi parfois on s'interroge dans une affaire, pourquoi un tel est victime, quel autre ne l'est pas. Ce sont des questions complexes qui, de mon point de vue, pourront être mieux approfondies par vos lectures respectives. Nous en arrivons donc à notre troisième institution, le Tribunal international du droit de la mer. Chapitre 3, Tribunal international du droit de la mer. Parce que lorsqu'on voit, par exemple, les lenteurs au niveau de la justice étatique, les difficultés à enquêter, les lourdeurs de la procédure, le manque de moyens, tout ça, qui fait qu'une procédure interne peut connaître des moments de désert. Parce qu'on a conclu aucun acte, on a sollicité une expertise qui tarde à venir, etc. Surtout pour des dossiers qui sont très lourds. Parce que si vous devez, par exemple, identifier un charnier et exhumer les cadavres dans un charnier, ben, il vous faut des experts. Il vous faut des médecins légistes, vous aurez des gens, etc., des spécialistes de l'ADN, etc. Or, parfois, notamment dans les pays en développement, ou surtout dans les pays en conflit, cette expertise n'existe pas. Elle n'a jamais sollicité l'expertise. Enfin, une assistance technique. Le temps que vous ayez cette expertise, ben, des mois passent. Il arrive que la Cour pénale estime que vous n'avez rien fait. Au bout de 6 mois, on voit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, et là, on a souvent des difficultés d'interprétation. Que faut-il que le juge interne fasse pour que son action soit considérée comme
véritablement engageant la volonté de l'État de juger les personnes suspectées. Faut-il qu'il soit diligent? Mais la diligence jusqu'à quel niveau? Comment interpréter la question d'une procédure raisonnable? Quels sont les critères d'une procédure diligente? Faut-il poser un acte tous les jours, d'y tirer grand-chose? Faut-il lancer des mandats d'arrêt contre les gens qui sont au pouvoir, par exemple, quitte à être soi-même brisé? Bref, il y a un problème d'interprétation qui se pose. On le voit dans l'affaire d'Ambako, où la Cour a estimé que le juge ivoirien n'a posé aucun acte pendant des mois, il est resté silencieux. Il ne peut pas dire que véritablement qu'il a engagé une procédure contre Dambako. Bon, on a vu par la suite que Dambako a été jugé pour soustraire cette dame de la justice pénale. Bref, il y a là un problème sérieux dans la relation entre les États et la Cour pénale internationale. La deuxième difficulté, c'est la coopération. Il y a la complémentarité, mais la coopération est là. Les États ont le devoir de coopérer avec la Cour. C'est une obligation. Les États partis, d'abord, parce qu'ils doivent exécuter de bonne foi leurs engagements, mais ensuite, les États non partis ont également l'obligation de coopérer lorsque le Conseil de sécurité a saisi la Cour de Rome, mais de la Charte des Nations Unies. Parce que les États doivent exécuter de bonne foi les décisions du Conseil de sécurité prises sur la base du chapitre 7 de la Charte. Et à ce titre, si le Conseil de sécurité a pris une décision pour envoyer une base juridique justifiant l'obligation de coopérer, ce qui est d'ailleurs reproché en comité africain concernant l'affaire du sang. C'est vrai que c'est une base, lorsqu'on interprète, qui est fragile, mais reste moins une base. Maintenant, le devoir de coopérer pose beaucoup de problèmes. Il y a des exceptions. Il y a des règles qui sont liées à la sécurité nationale. L'article 72 du statut dit clairement qu'un État peut... Qu'est-ce que c'est la sécurité nationale? Le statut n'a pas défini la sécurité nationale. L'interprétation qui est généralement donnée, la sécurité nationale au sens de la législation interne de l'État. Est-ce qu'il y a une législation interne qui délimite les éléments de la sécurité nationale? Ce n'est pas très clair. Donc ça peut donner lieu à des difficultés. En outre, un autre problème, la coopération dans sa pratique, les actes qui doivent être posés dans la coopération. On dit que la coopération se fait dans beaucoup de pays, la législation n'est pas adaptée aux demandes du bureau du procureur. Par exemple, certaines perquisitions ne peuvent se faire que selon certaines formes et certaines exigences légales. On ne va pas, par exemple, faire des perquisitions de nuit. On ne va pas. Donc, il y a les lois, parfois internes, prévoient des éléments qui peuvent empêcher. Là aussi, un problème. Donc, on renvoie à la législation nationale, mais la législation devient un obstacle. Que faire? Il y a la possibilité, par exemple, pour la personne qui est suspectée, poursuivie, de s'appuyer sur le droit interne pour se défendre. Là aussi, il y a beaucoup de flou. Que faut-il faire? Bref, l'état du droit interne peut devenir un obstacle à la coopération entre l'État et le bureau du procureur. Mais je vous dis que ça reste très compliqué. Enfin, il y a la coopération avec les États non partis. Là aussi, la Cour pénale internationale peut proposer à un État de signer un accord de coopération lorsque cet État est non parti. Article 80. Mais là aussi, ça peut poser des problèmes. Lorsque l'État refuse de signer cet accord, est-ce qu'il tombe sous le défaut de coopération parce qu'il est membre des Nations Unies, ou il exprime simplement sa souveraineté à ne pas signer un accord? Ce n'est pas très clair. Donc, on a comme ça beaucoup d'obstacles à la coopération entre la Cour et la CPI. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails.
En tout cas, une fois que cette première partie de la procédure est réglée, et que le procureur a finalement récolté les éléments qu'il recherchait et qu'il a suffisamment de charges, il va revenir devant la chambre préliminaire pour dire « j'ai des charges contre X ». Je suis parti d'une situation, j'ai enquêté, j'ai identifié la personne qui pourrait être jugée ou les personnes susceptibles d'être jugées, j'ai des charges. Je demande à ce que vous puissiez donc me délivrer des mandats d'arrêt pour qu'on les arrête, ou bien que vous me délivrez des citations à comparaître pour que ces personnes viennent devant vous. Cette étape franchie, personne arrêtée, la personne arrive à la haie, volontairement ou involontairement, volontairement lorsque c'est une citation à comparaître, involontairement parce que la personne a été arrêtée dans l'exécution d'un mandat. Puis, première étape, la personne reçoit une notification des charges qui pèsent contre elle. À ce stade, s'ouvre un petit marchandage avec les avocats de la défense pour essayer de travailler sur l'audience de confirmation de charges. Ça peut prendre un peu de temps. Ensuite vient l'audience de confirmation de charges. Le juge, la chambre préliminaire, doit confirmer les charges, sur la base desquelles l'individu sera jugé. On peut dire que c'est déjà un mini-procès à ce stade. Certaines charges pourront être confirmées, d'autres charges pourront être rejetées. Une fois que les charges sont confirmées, la chambre préliminaire renvoie donc la personne poursuivie devant la formation de jugement, qui est donc la chambre de première instance. Qui jugera la personne? Dans la procédure à ce stade interviendront d'autres acteurs. Il y a les victimes qui vont intervenir au travers de leurs représentants légaux dans la procédure. Donc nous avons le bureau du procureur, les avocats de la défense, les conseils des victimes, les représentants légaux des victimes et les juges. Voilà les principaux acteurs du procès pénal international, qui est un procès, comme vous le savez, qui prend du temps, compte tenu de la complexité de la gestion des preuves, problèmes liés à la divulgation de la preuve, les problèmes des témoins, protection des témoins, bref, tous ces éléments qui font que la procédure est longue, lourde et complexe. À l'issue de cette procédure, une décision sera prise. Est-ce que la personne est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés? Si une décision de culpabilité est prononcée, s'ouvrira dans un deuxième temps un procès pour établir la peine. Donc, on vous reconnaît coupable, puis dans un deuxième temps, on va vous juger pour la peine. C'est un deuxième procès qui s'ouvre dans le même procès, et là aussi, il y a encore une bataille judiciaire entre les avocats de la défense qui cherchent à tout prix à amoindrir la peine, à obtenir autant de circonstances atténuantes que possible, et l'accusation qui cherchera autant que possible à alourdir la sanction. Bref, une peine sera donc prononcée contre la personne désormais coupable, et la peine sera complétée par d'autres mesures, les amendes, confiscation des biens, etc., qui permettront d'indemniser les victimes. Puis, donc, la personne qui est condamnée à X années de prison avec amende, saisie des biens, etc., on a alors une décision, c'est la relocalisation pénitentiaire. En principe, les personnes condamnées doivent purger leur peine dans les pays qui figurent sur la liste des pays admis à accueillir les condamnés de la CPI. Si la CPI ne trouve pas un pays pour accueillir le condamné, la personne purgera sa peine à l'AE, selon les accords conclus entre les Pays-Bas et la Cour pénale internationale. Mais, que ce soit aux Pays-Bas ou dans un autre pays, le bureau du procureur continue à avoir un œil sur le condamné. Et donc, il y a tous des gens jusqu'à la fin de la procédure. Dans la pratique, tous les 3 ans, ou si une date moins longue a été fixée, la peine est réexaminée à chaque fois
pour voir comment l'exécution de la peine se fait, est-ce que vous bénéficiez des mesures, tout ça, etc. L'État qui vous accueille ne peut pas prendre des décisions seul. Il faut toujours consulter la Cour. Donc voilà, résumé en ce qui concerne le condamné, l'exécution de la peine. Quant aux victimes, il y a le fonds au profit des victimes qui est chargé de l'indemnisation. Le fonds est abondé en principe par les contributions volontaires des États, mais ce n'est pas suffisant. Le fonds est également abondé par les biens qui sont saisis, des criminels qui sont condamnés, et le fonds doit établir un plan de gestion des indemnisations pour chaque affaire. Au départ, le fonds a voulu établir ce qu'on appelle un plan global. La Chambre a rejeté de cela, notamment dans l'affaire Lubanga, en estimant qu'il faut faire un plan détaillé. Ce qui est très difficile, parce que vous voyez, avec toutes les victimes, c'est très compliqué. Bon, finalement, le Fonds au profit des victimes a développé une application logicielle qui est pour les tester, pour pouvoir caractériser les situations individuelles. Parce que les modes de réparation sont variés, cela va à l'indemnisation directe, à l'érection d'une statue en commémoration pour les victimes. Donc tout ça c'est très compliqué. Aujourd'hui on arrive au niveau du fonds pour profit des victimes sur la base de la décision de principe dans l'affaire Lubanga, on arrive maintenant à une méthodologie d'indemnisation. Je peux vous assurer que rien n'est pour l'instant stabilisé. Mais il y a un tout petit peu de clarté dans ça. Maintenant, quant à l'exécution de la décision Lubanga, comme vous savez, la dernière édition en 2016 ou en 2018, donc on est encore en train de tituber pour arriver à tout régler. Ce qui est sûr, on ne peut pas indemniser tout le monde. 2, il n'y a pas d'argent. 3, saisir les biens des personnes condamnées se révèle être une tâche ardue, très compliquée, parce que ces gens ont intériorisé finalement, une fois qu'ils ont su qu'ils allaient faire l'objet de poursuites pénales internationales, ils ont, si ce n'est pas eux-mêmes, des experts qui ont travaillé pour eux. Donc, ils ont réussi à distraire par des techniques fiscales, juridiques, financières, etc., leurs biens. On ne trouve pas grand-chose. L'exemple type, c'est Mbemba, on ne trouve pas grand-chose. Il est pauvre. D'ailleurs, il a demandé l'indigence. Donc, qu'est-ce qu'on va saisir? Il n'a plus rien. Il est pauvre, il est indigent, il n'a rien. Alors qu'on savait qu'il était multimilliardaire, il était dans le diamant depuis de nombreuses années, tout ça, etc. Il a hérité les biens de son père, bref. Mais aujourd'hui, oui, donc c'est très difficile. Qu'est-ce qu'on va saisir concernant le débat? On ne sait pas. Le grand va parler, il n'y a rien. Du coup, on se pose, c'est une question terminale, pourquoi avoir mobilisé autant d'argent? Pourquoi avoir donné autant d'espoir pour arriver à des décisions où quelqu'un va faire, il est condamné à 10 ans, il fait 7 ans, il est libéré, et puis il dit qu'il n'a rien à payer. Ouais. On s'interroge, pourquoi avoir mobilisé autant de millions de dollars? C'est ça toute l'interrogation, et certains se posent même la question de la légitimité et de l'efficacité de telles procédures. En quoi est-ce légitime que la communauté internationale investisse autant d'argent dans des procédures qui n'aboutissent pas à grand-chose, pas qui n'aboutissent pas du tout? En quoi est-ce efficace d'obtenir la paix par la justice? Pourquoi pas obtenir la paix par le développement? C'est-à-dire, pourquoi ne pas affecter cet argent à la reconstruction des communautés détruites par les conflits? Pourquoi ne pas directement financer les projets de réhabilitation des victimes de la torture, des viols, etc., etc. Il y a donc une question qui est posée. Mais on ne peut pas répondre à cette question. Ouais, parce que parfois les postulats de cette question peuvent nous amener à dire mais cette justice, elle ne sert à rien. Cette justice, elle n'est pas nouvelle.
faut repartir depuis Nuremberg. Elle a quand même apporté un élément de dissuasion. Aujourd'hui, n'importe quel officier militaire, policier, etc., sait que même si aujourd'hui il est protégé par son chef, mais demain, il peut être livré. Donc, dans la conscience de ces personnes, il y a quand même l'épée de la justice pénale internationale, aussi dérisoire qu'elle apparaisse. Elle existe, elle est là. Je dirais, le résultat, 50 ans après la Convention sur le génocide qui prescrivait la création de la Cour criminelle internationale sous l'article 6, c'est de dire au moins on a cette justice. Elle n'est pas parfaite, elle n'est peut-être pas pleinement efficace, mais elle a le mérite d'exister. La vraie question est de savoir comment on va l'entretenir, comment on va la renforcer et comment on va donner à cette justice les moyens nécessaires pour qu'elle atteigne ses objectifs. Donc, c'est tout l'espoir qui est placé dans la Cour pénale internationale, même si par ailleurs vous constatez qu'il y a de façon récurrente dans les médias des insatisfactions qui s'expriment en disant il n'y a pas grand-chose, tout ça, etc. Voilà. Mais voilà, on est au milieu du gué, c'est une cour jeune, on est au milieu du gué, est-ce qu'on va traverser le fleuve, est-ce qu'on va se noyer, est-ce qu'elle va disparaître? On en sait exactement rien. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette deuxième juridiction qui est la Cour pénale internationale.